Marc-André Pilon, comment ça va? Ça va. OK, bon, là, premièrement, avant de commencer, moi, je pense que je vais vous juger selon vos photos d'auteur. Oups. OK, ça fait combien de temps? Parce que tu trouves qu'elle a l'air Non, parce que j'ai un ami qui est auteur, puis sa photo date d'il y a 10 ans au moins. Là, OK. Puis il veut pas la changer. Est-ce que tu as ce même style de personne-là? Mais peut-être que mes photos de 10 ans il y a 10 ans seraient mieux que là. Ben, Celle-là, c'est 2019, je pense. OK, c'est comme un truc d'auteur là, de pas changer ça. C'est pas comme une photo profil Facebook ou Instagram que tu changes aux 6 mois. Là. Non, bah, une fois que c'est fait, là, Une fois que c'est on fait, est c'est bon pour fait. un petit bout, là. Là, comment ça se passe là? Parce que bon, là, j'ai le gouffre dans les mains, OK? Puis avant de rentrer dans Dans le gouffre. Dans le gouffre, oui. Allons vers la genèse, là, OK? Est-ce que, quand tu étais plus jeune, tu t'es dit, au moins un jour, non seulement je vais être prof de français, mais je vais écrire plein de livres? À quel moment cette idée me passait par la tête? Mais j'aimais quand même écrire, pour vrai, tu sais, même quand il fallait faire une production écrite, là, pour moi, c'était comme, oh, ben les 3 prochains cours, ça va être facile, on a juste besoin d'écrire une histoire. Là, tu sais. Est-ce que tu étais bon? Ben, correct. Là, je sais pas, faudrait les relire, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'on était mieux qu'on l'était. Après ça, tu retombes sur du vieux stock, t'es comme, oh boy, j'ai-tu vraiment écrit SE à la place de CE? Wow! Ça, c'est ma vie, ça! Ça, c'est ma vie, man! Mais ouais. Mais est-ce que j'étais vraiment bon? Ben, pour être franc, j'en ai aucune idée. Mais la première chose que j'ai faite comme en écriture, j'avais écrit un téléfilm. C'était mon idée, c'était plus d'écrire comme des scénarios de films au début. Un téléfilm, j'étais en 5e secondaire, puis j'avais écrit un truc genre policier humoristique pour la télé communautaire de Vaudreuil. Wow! Et ça avait été accepté comme projet. On a tourné à peu près une dizaine de minutes, puis le projet il a complètement floppé parce qu'on était rendu au cégep puis tout, puis personne n'avait le temps de le faire. Puis donc, ça a été ma première expérience et un premier échec, alors j'ai pu écrire pendant un bout. Pour vrai? Puis après ça, c'était les études, puis tout, là, j'avais pas vraiment le temps. C'était quoi les différences entre écrire ton téléfilm puis écrire ton premier vrai roman, là, qui était au Salon du Livre? C'est deux choses vraiment différentes. Ben, tu sais, je peux pas dire que mon téléfilm était écrit de manière professionnelle non plus. C'était pour le fun! Ouais, c'est ça. Mais même mon premier roman, c'était aussi pour le fun, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais aucune idée que ça allait être publié. Puis je suis également prof au secondaire. Puis là, on faisait un projet où j'incitais des élèves en 5e secondaire à écrire un début de roman. C'était un peu ça le concept. On va écrire le premier 500 mots, après ça, on va écrire un autre 500 mots, puis éventuellement, on va faire un autre 500 mots. Là, les élèves étaient comme, quoi, 1500 mots? D'où tu dis ça, là, puis je suis comme, damn, chance que t'étais pas mon prof! Mais, tu sais, 1500 mots de septembre à décembre, c'est quand même c'est l'équivalent d'écrire les 3-4 premières pages d'un roman. Ouais. Mais souvent, tu sais, on demande aux élèves de faire comme 400 mots, une histoire complète en 400 mots. Tu sais, qu'est-ce qui se passe en 400 mots? Il se lève, il est mort. Il se passe pas grand-chose. Et donc, là, c'est pour la première fois d'essayer de dire, bon, on va travailler un peu la narration, les dialogues, etc. Puis, pour les encourager, j'avais dit, ben moi aussi, je vais écrire un début de roman. Comme ça, après ça, on va tous pouvoir lire nos débuts de roman. Puis après le projet, j'étais comme, mais continuez à l'écrire, arrêtez pas. Puis là, j'ai fait, moi, je vais continuer de l'écrire, mon début de roman. Puis, je l'ai fini, puis ça a donné mon premier roman, qui est La Revanche du Mieppe. T'as-tu des élèves qui ont continué? Ou t'as-tu des nouvelles d'élèves qui ont fait « Ah, je l'ai continué un peu, ça n'a pas fini, mais je l'ai poussé un peu. » Pas tant, pour être vrai. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des anciens élèves qui ont publié. Pour vrai? Fait que, Puis qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des anciens élèves qui ont publié? Ben, c'est sûr que ça flatte, ça flatte, mais d'un autre côté, est-ce que c'est à cause de moi qu'ils ont publié ça? Il aurait pu publier quand même sans me croiser. Est-ce que tu es déjà retourné relire ton premier livre? Qu'est-ce que tu aurais changé dans l'écriture de ton premier livre si tu avais des choses à changer? Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas relu. Fait que là, il faudrait que je le Ouais. C'est pas comme un don. Parce que moi, quand je fais une émission de télé, je retourne jamais écouter ce que j'ai fait en 2019. Ouais. Mais des fois, quand je retourne, je me regarde 2 minutes, je suis comme, God damn, j'avais un poids. Ben, y a-t-il quelque chose que tu aurais changé dans l'écriture du premier livre que maintenant, dans tes derniers, c'est comme, oh, j'ai pogné de l'expérience, là. Ça va plus vite ou whatever. Mais pour être franc, le premier, ça a quand même bien fonctionné d'une certaine façon. Ça a gagné le prix Cécile Gagnon pour le meilleur premier roman jeunesse. Dis-le aux gens. Gagne des prix. Ça a gagné le prix Cécile Gagnon pour le meilleur premier roman jeunesse. Et donc, qu'est-ce que je changerais? Peut-être qu'il y a certaines blagues que je couperais peut-être pour essayer de se concentrer davantage
vraiment pour le lectorat cible, dans le sens quand je l'ai écrit sans avoir aucune idée de marketing ou quelque chose comme ça. Mais je pense que je le laisserai quand même tel quel. C'est ça que j'ai fait à ce moment-là, puis c'est comme ça que je l'ai fait. Puis, tu sais, de dire, il y a peut-être des blagues que je couperais. Là, j'ai un petit livre illustré pour les 9-10 ans qui va être humoristique, qui sort au mois de mai. Puis, j'ai encore fait les mêmes processus de ne pas me censurer puis mettre beaucoup trop de blagues que la moitié du monde ne comprendront pas, mais c'est pas grave, je me fais du fun en les écrivant. C'est ça qui est là. Les parents ils vont rire. Parce qu'ils vont comprendre un deuxième degré que les kids ne comprendront pas. Ouais, cool. Peut-être, ouais. Puis, comment tu choisis tes couvertures? C'est vraiment, encore une fois, un travail avec la maison d'édition. À chaque fois, j'ai été chanceux, je pense. J'ai vraiment eu mon mot à dire sur les pages couverture. Ça a vraiment ressemblé à ce que je désirais. Même, je dirais, avec Infecté 1, pour ceux qui ont vu la page couverture. Infecté 1. Il y a la première version, comme je l'avais présentée à mes élèves, comme pour le fun. Puis ils l'aimaient bien, puis j'étais comme, ouais, elle est cool, mais le problème, c'est que ça mettait en scène un peu comme une espèce de laboratoire, puis il n'y avait aucun laboratoire dans le roman. Puis là, j'étais comme, tu sais, tout le long, le lecteur va se demander quand est-ce qu'il se rend dans le laboratoire. Puis il a demandé le livre fini, puis il est comme, j'ai jamais rendu dans le laboratoire. Fait que j'étais comme, elle est belle, mais ça fonctionne pas avec. Fait que là, les élèves, tu sais, me demandaient, bon, ouais, c'est quoi qui est important dans ton livre? Puis là, on s'est dit, bon, le sang, ça se passe en partie dans une école. Fait que là, c'est comme ça qu'en jasant, qu'on a eu l'idée, tu sais, des casiers avec le sang dessus. Donc, ça a été, à la limite, fait en collaboration avec les élèves. OK. Je vais poser cette question-là parce que j'en ai parlé à Ludivine sur Préambule. Hein? C'est encore disponible, Préambule? Allez sur Spotify, écoutez nos interviews, nos podcasts d'il y a 3 ans, 2 ans. Préambule, l'épisode avec Ludivine, j'en parle. Des lectures obligatoires. Oui. Moi, j'étais comme, moi, j'aime pas les lectures obligatoires. Puis Ludivine, elle m'a comme convaincu de l'importance des lectures obligatoires. Maintenant, toi, t'es enseignant puis t'écris des bouquins. Ouais. Tu te situes où là-dedans, les lectures obligatoires? Bien, il y a certains de mes romans qui sont lectures obligatoires. Fait que là, ça serait tu forces les gens à lire tes romans? Non, pas moi. Ça me fait rire, ça. Okay. Non, mais en plus, j'enseigne comme en 5. J'essaie plus de leur faire lire des romans qui vont les mener au cégep. Pas nécessairement comme mes propres romans. Mais il y a quand même d'autres profs qui, dans l'école, font lire de mes romans, mais sans que moi, j'ai fait du pushing là-dessus. Mais je veux dire, dans d'autres écoles, des profs que je connais pas, puis si je regarde mon relevé de copie-bec, il y a des gens qui font des photocopies. Ils en font des photocopies d'extraits de mes romans. C'est tous des profs que je connais pas. Puis bon, ça veut dire qu'ils trouvent qu'il y a matière à l'intérieur de ça. D'ailleurs, quand j'ai écrit Infecté, je me disais ça va jamais rentrer dans les écoles. C'est bien trop sanglant. Il y a des intestins qui traînent à terre, puis ça revole, puis tout le monde crève. Puis j'étais comme là, non. J'ai fait ça juste pour me faire du fun à arracher des têtes, là, mais. Et finalement, je sais pas. Mais peut-être qu'ils ne la jettent pas le livre, mais ils font des photocopies. Ils disent tout le livre au complet, peut-être pas. On va avoir des plaintes de parents, mais ce petit bout-là, il n'est pas super, on va le photocopier. C'est non, mais bon, en tout cas, ça pour dire que donc, je serais mal placé pour dire non aux lectures obligatoires quand mes livres sont parfois en lecture obligatoire. Mais sinon, moi, en tant que prof, je dirais que les lectures obligatoires, c'est important. Peut-être pas mur à mur, peut-être pas toute l'année. Supposons qu'on dit on va lire 5 romans cette année, peut-être pas 5 romans obligatoires, mais au moins 2, admettons, une fois où c'est que tu vas dire, bon, mais voici comment on va faire tel type d'analyse à partir du roman. Ça prend une œuvre commune pour être capable de triturer la matière. Puis après, comme l'examen, de pouvoir faire un retour qui s'adresse à tout le monde. Mais est-ce que c'est faisable dans les écoles de faire, mettons à Gonly, on a plusieurs types de lecteurs, puis après ça, boum, on propose des livres. Est-ce que c'est faisable de dire aux jeunes, faites le test de lecture, voici 5 livres qu'on vous propose, vous choisissez un des 5 livres, vous le lisez, puis vous faites le résumé ou whatever. Ou c'est-tu vraiment compliqué pour un... Parce que je sais que vous avez tellement de choses à faire dans une semaine que je comprends de devoir dealer avec plusieurs livres différents, c'est chiant, tu sais. Bien, si c'est une liste de 5 livres, c'est quand même faisable, mais aussi ça prend quelqu'un qui n'en est pas, admettons, à sa première année dans ce niveau-là, en train de s'approprier tout le kit. Mais tu sais, comme là, par exemple, mes élèves, là, je leur ai donné une liste de 15 livres, dans le fond.
OK. Fait que là, ils choisissaient un livre parmi les 15. Mais ça veut dire que j'ai préparé donc 4 questions de dissertation pour chacun des 15 livres. Ça fait donc 60 questions pour 15 examens. Tu sais, ça prend quand même un fond de roulement, là, tu sais, que ça fait pas la première année que tu donnes ça. Là, mais après ça, au moins, tu peux le réutiliser pour les autres années. Ouais, puis tu sais, moi, ça me donne aussi le temps d'en lire un nouveau, de me dire, bon, moi, celui-là, peut-être un petit peu moins, je vais le changer par un autre. Puis, j'aime ça, moi. J'aime ça dire, il y a 15... Tu sais, pick your poison, comme ils disent. Là. Tu choisis ton livre, si tu l'aimes, tu l'aimes, si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas, mais au moins, tu as fait ton choix de dire, moi, je veux celui-là. Je fais même un projet où je demande à faire la comparaison entre un film et un livre et son adaptation cinématographique. Puis ma liste, elle a peut-être 200 titres, là, mais il faut quand même que je les ai lus, pour pouvoir évaluer l'analyse, il faut que je sache ce dont on parle. Là, toi, es-tu pour les adaptations? Ben oui, pourquoi pas. Puis qu'est-ce qui est mieux, l'adaptation ou le livre? Surtout si quelqu'un veut adapter. Ouais. Louis Morissette, qu'est-ce que tu fais? Louis! Mais est-ce que l'adaptation, le film, là, je ne parle pas de tes livres à toi, mais de ceux que tu as vus et lus, rendent justice à l'écriture de l'auteur? Ça dépend du livre et de la qualité de l'adaptation cinématographique. Mais tu sais, il y a des fois, il y a des livres qui sont tellement écrits de manière cinématographique, puis je m'inclus un peu là-dedans, là, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire comme mes livres de manière très, très, très visuelle, puis toi, tu fais des films. On fait un film dans sa tête, entre guillemets, tu sais. Mais ce qui fait en sorte que, supposons que tu lis Hunger Games ou tu écoutes la version cinématographique d'Hunger Games, si tu as juste 2 heures à mettre sur Hunger Games, écoute le film. Tu ne vas pas t'en retirer plus en lisant l'œuvre cinématographique. Mais si tu décides de lire Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, t'es mieux de lire le livre. Ben, tu peux regarder le film aussi qui est quand même réussi, mais tu vas juste savoir 15 à 20 de ce que l'œuvre peut t'offrir, parce que la littérature, c'est pas obligé d'être une série de péripéties, ça peut être aussi quelque chose de philosophique, quelque chose de psychologique, quelque chose de, je sais pas moi, historique, étymologique, etc. Ça peut offrir plus que... Mais là, tu parles des styles de lecture ou d'écriture. Tu as passé de enquête à zombie, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ça? Tu passes de Claude Poirier à Walking Dead. Ben, mes premiers romans, étaient plus humoristiques. Okay. Je veux dire, oui, avec l'humour. Avec une petite enquête, mais l'humour était quand même... D'ailleurs, la première maison d'édition qui m'avait approché pour La Revanche du Myope me disait, écoute, on aime l'aventure des jeunes, mais l'humour, on n'est pas sûr. Puis moi, j'étais comme, je me suis fait une série de jokes, puis j'ai écrit une histoire autour. Là, t'enlèves l'essence de c'est comme ça que tu l'as écrit, le livre? Un peu, là, je me disais, on va faire ça, ça va être drôle, on va faire ça, ça va être drôle. C'était plus... c'est la meilleure, ça. Puis, faut que je plug tel jeu de mots. Fait que là, faire en sorte que l'histoire se rentre au jeu de mots. Mais pourquoi l'humour? Ben après en avoir fait 3, j'ai un peu l'impression que le sac à blagues était peut-être épuisé. Mais aussi, on parlait de lecture obligatoire. Moi, j'ai pas fait beaucoup de lecture obligatoire quand j'étais jeune au secondaire. J'ai pas eu des profs qui ont beaucoup imposé de livres. Mais un livre qui m'avait été imposé, c'était le Dernier des raisins de Raymond Plante. Puis ça a dû me marquer, alors que moi, je lisais juste à ce moment-là, juste du Stephen King ou peut-être Dean Koontz, juste de l'horreur. Et tout d'un coup, un prof qui me demande de lire une histoire sur un nerd dans une école secondaire qui vivait des choses similaires aux miennes, mais peut-être qu'en quelque part, c'est venu me toucher. Et quand c'est venu le temps d'écrire mon premier roman, mais un peu comme Stephen King dit dans son livre d'écrire à propos de quelque chose qu'on connaît, mais je suis là, écrire à propos d'un nerd dans une école, c'était plus facile pour moi. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé avec la Revanche du Myope et ses suites. Puis après avoir terminé ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé lire en étant jeune? Donc, fait que là, horreur était la réponse à cette question. Fait que là, je me suis dit, ben, je devrais écrire des romans d'horreur pour, à mon tour, donner le goût de la lecture, puisque c'est ces récits-là qui m'ont accroché à la lecture. Fait que pourquoi j'ai commencé avec Zombie? Juste parce que j'aime ça, les romans de zombies. Puis j'avais une idée, pour un concept de zombie qu'on n'avait pas vu, qui était un peu comme un virus transmis par le sang. Bon, sans raconter toutes les punches, mais c'est ça. Mais, mettons, les gens, ils ont peur. Espérons. Mais toi, c'est quoi qui te fait peur? Parce qu'avec tout ce que tu écris sur l'horreur, c'est sûr que tu es désensibilisé, là.
Ouais, quand même. Mais je pense que pour écrire de l'horreur, il faut effectivement plus voir ça d'un point de vue du gars un peu cruel, là, qui est comme, bon, je vais faire ça à mon personnage, ça va être vraiment terrible. Ça va être terrible. Le personnage explose. Ça arrive des fois. mais tu sais, dans le sens que il doit y avoir des choses qui te font peur ou tu n'as juste plus peur de rien, là? Parce que tu fais peur à tout le monde, là. Ouais. Ben, qu'est-ce que j'aurais comme peur? Tu sais, mettons, dans le gouffre, il y a une créature un peu arachnoïde, mais qui est en fait un mélange de plusieurs créatures. Mais je ne suis pas vraiment, justement, à avoir peur des araignées ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce que je pourrais avoir peur? Peut-être des hauteurs dans une situation où, comme tu n'es pas accroché à une rampe, là, où c'est que tu serais un peu comme dans le vide très, très haut. C'est-tu... J'étais au 24 heures tremblant en fin de semaine. Ouais. Moi, je fais pas de ski, moi, je fais pas ces affaires-là. Non. Ils m'ont fait embarquer dans la gondole. Ouais. J'ai jamais eu peur de même de ma vie. Ouais. J'ai vu le en bas, j'ai dit, oh, hey, j'ai dit, mon testament est fait au moins, man. Damn! J'espère que tu vas mettre une scène de gondole dans ton prochain livre. Ben, je vais penser à ça. Ça pourrait être même le titre, La gondole. Yo, si ça arrive, je serais là le plus heureux au monde. C'est l'autre du livre de Laval. Mais, OK, so, c'est quoi ton rêve, mettons, ton livre de rêve? C'est quelque chose que tu te dis, c'est utopique, c'est trop loin, mais si je suis capable d'écrire là-dessus ou quelque chose qui ressemble à ça, je serais vraiment content. Ben, c'est une drôle de question. Ben, pas dans le sens la question. Quand même. Très bonne question. Oui, elle est très bonne, mais j'avais pas vraiment réfléchi. 99 mais sinon, on parlait tantôt d'enquête à la Claude Poirier. Peut-être qu'écrire un roman policier, éventuellement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Effectivement, il y avait un élément enquête un peu dans les MIEP. Que après ça, je n'ai pas réutilisé dans mes romans d'horreur, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien les romans policiers, etc. Mais ce qui m'arrête en ce moment d'en écrire un, c'est... il me semble qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus de recherche sur le sujet, pour... comme... Dans les... On n'y pense pas nécessairement, mais il y a beaucoup de hiérarchie, beaucoup de politique au sein de la police. Puis moi, je connais pas ça. Fait que, tant qu'à écrire quelque chose de pas crédible... Faudrait peut-être faire un tour là, à Longueuil le soir. Là. Le soir. Tous les artistes font ça. Là. Ils vont tous dans le truc de police le soir, ils font des tournées. Question pour toi. Écrire en équipe, c'est quelque chose qui t'intéresse? C'est quelque chose qui est faisable? Il y a quelqu'un que je connais qui part un projet de même, puis je suis comme, Ben, ça pourrait être intéressant, mais c'est vraiment parce que mon problème, c'est le temps que j'ai pour écrire. C'est vraiment un petit peu de temps là, un petit peu de temps là, un petit peu de temps ici. Fait que là, avoir quelqu'un d'autre qui attend après moi puis qui est comme, ça n'a aucun sens, ton horaire d'écriture. Pour vrai, il faut que j'attende 3 semaines pour la prochaine page. Ça pourrait causer des frictions. Mais sinon, j'avais quand même participé au projet Cobaye. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce projet-là, où il y a 7 romans dans lesquels il y a 7 personnages différents, mais qui vivent un peu la même aventure puis qui peuvent se croiser. Donc, quand on était 7 auteurs autour de la table à pitcher des idées puis que ça a donné le projet Cobaye, moi j'étais autour de la table à ce moment-là. Malheureusement, j'ai pas eu de manuscrit qui est sorti dans le projet, mais ça n'empêche pas. J'ai donc déjà un peu collaboré à une espèce de projet choral comme ça. T'écris beaucoup, t'es enseignant, c'est sûr que t'as moins le temps de lire comme tu voudrais, mais si tu pouvais recommander un auteur, ce serait qui? Un auteur en ce moment au Québec? Ouais. Ben un peu dans un genre similaire, je dirais aux gens de regarder ce que Mathieu Fortin fait. Sinon, on parlait roman policier tantôt. J'ai beaucoup aimé la série Red Light de Marie-Ève Bourassa. Nice. Sinon, dans l'horreur, peut-être aussi Patrice Cazot, qui en a fait dernièrement. Bref. Beaucoup de trucs à découvrir. J'espère que vous avez ouvert votre bloc-notes. Ça existe encore, bloc-notes? Je pense pas. Mais notez les noms, puis faites les tests secondaires. Question pour toi. Quand tu écris un livre, est-ce que tu as un attachement émotionnel avec ce que tu écris ou c'est de la business, on laisse aller à un moment donné? Tu veux dire par rapport au produit final? Par rapport au produit final. Parce que c'est sûr que qu'est-ce que tu as écrit au début, que tu aimes, puis que
que tu es amoureux de, c'est pas qu'est-ce que j'ai dans les mains. Là. Ben, je dirais que c'est quand même pas très, très loin. C'est pas très, très loin. Non, parce qu'on fait beaucoup de travail, mais ça n'empêche pas qu'une personne pourrait lire la première version et la deuxième version, puis pas nécessairement toujours voir qu'est-ce qui a changé. À part parfois, par exemple, dans Infecté 2, on a fait quand même quelques changements majeurs parce que j'avais mis un peu trop de personnages, de nouveaux personnages. Fait qu'on a un peu décidé, bon, on va mettre plus l'accent sur ce personnage-là. Ce personnage-là, on va y retirer des scènes, des choses comme ça. Fait que quelqu'un lirait les deux versions puis il ferait, hop, cette scène-là a disparu, des choses comme ça. C'est fou, tu me parles en film. Tu me parles de tes livres en film. Ouais, mais c'est quand même une scène. Hein, c'est-à-dire, même au théâtre, on va dire ça, tu as une scène entre deux personnages. Puis là, tu as 5 minutes pour créer le conflit entre les deux personnages. Puis il faut qu'il y ait comme un arc narratif dans ce court laps de temps. Mais c'est ça. Puis là, à l'intérieur des livres, c'est un peu la même chose. Mais je te dirais, c'est vraiment un travail de collaboration. Puis avec Estelle, qui est mon éditrice. Allô, Estelle? On est de bonne heure le matin. On sait t'es qui, Estelle, OK? Inquiète pas, penche-toi pas, Estelle. Mais on fait vraiment un travail pour en arriver à la meilleure version possible. Fait qu'en cours de route, moi, c'est sûr, des fois, j'y réchigne un peu à l'ouvrage, mais je sais qu'on s'en va quelque part. Puis, par exemple, dans Le Gouffre, il y avait tout un aspect, pour ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire, où le personnage principal, il se retrouve, il se fait implanter un programme dans l'œil qui s'appelle Ocunet, puis à partir de là, ils peuvent communiquer par la pensée. Mais ce programme-là amenait un peu des contraintes narratives qui sont intéressantes pour le livre, mais qui peuvent faire en sorte que dans ton manuscrit, à un moment donné, quelqu'un dit « Ouais, mais attends une minute, là, ton personnage, il fait ça, mais il peut pas à cause de Cunette. » Là, t'es comme « Mais c'est vrai! » Mais j'allais te demander ça parce que dans le... Bon, je suis un gars de lutte, là, je commente la lutte au TVA Sport, mais il engage des gens qui suivent les histoires. Eux font juste... Tu sais, ils font juste lire les scripts, puis ils font juste ils lèvent le flag pour dire ah, mais il y a 3 semaines, il a été en contact avec telle personne, c'est impossible qu'il parle à telle personne. Est-ce que ça existe dans le monde du livre, ça aussi? Ben là, ces gens? Dans mon cas, ça va vraiment être avec mon éditrice. Puis après ça, quand on va à la révision linguistique, même si la personne doit plus vérifier, mettons, au niveau du vocabulaire, tel mot choisi, peut-être c'est pas le meilleur mot, peut-être qu'on pourrait prendre tel mot à la place, cette personne-là peut quand même des fois lever un red flag si la personne voit comme ouf, le personnage, il a dit qu'il était tel type de personnalité, puis plus tard, il fait exactement l'inverse de... Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Si c'est ça que tu veux faire, il faut que tu t'assures comme de l'amener de manière que ce soit crédible pour le lecteur. Mais tous ces petits fils-là à rattacher, il faut en sorte que c'est vraiment juste pour que le livre soit le meilleur possible. Je te donne tout le budget de Steven Spielberg. OK. Yes. On adapte lequel? Tu peux juste en adapter un. Juste un, la gang? Juste un. T'adaptes quoi? Juste un, c'est trop juste, chien. Mais non, mais là, parce que sinon c'est facile. Infecté 1, 2, 8. Juste un. Le 28. Le 28, c'est le meilleur. Juste non, ben, c'est parce que si c'est le budget de Steven Spielberg, j'irais avec Le Gouffre, parce que c'est celui qui nous prendrait le plus de budget. Mais si on avait un budget, mettons, pour un film au Québec, comme Déluge pourrait être un bon film à adapter, avec un petit budget, mais un budget, comme disons, respectable, où tu as peu de personnages à l'intérieur d'une maison, puis c'est la tension qui va monter. C'est quelque chose qui se fait sans avoir besoin de plein d'effets spéciaux à la Steven Spielberg. Tandis que là, la créature au fond d'une grotte, là, il faudrait qu'elle soit un peu mieux que certains films d'horreur que j'ai vus dans les années 90 où t'es comme « La bébite s'en vient! La bébite s'en vient! » Oh, la bébite est là! Non, c'est nul! Puis tout le long, c'était juste la caméra qui faisait « Wesh! C'est quoi tes films, tes inspirations d'horreur? Mes films d'horreur préférés. Là, j'ai un chandail de The Thing de Carpenter, qui était aussi un film dans les années 50 qui s'appelait The Thing from Outer Space. Non, ben c'est une créature qui vient de l'espace, mais qui se reproduit, dans le fond, en utilisant des hôtes, qui peuvent être n'importe qui, incluant l'humain. Pour tenter de survivre. Puis ce qu'elle n'aime pas, c'est le froid. Puis là, ils sont en Alaska. Québec! Ça, on pourrait survivre. On va survivre! Puis, qu'est-ce que je voulais dire?
Mais ce qui était intéressant, ça a été fait dans les années 80, fait qu'il y avait tout un peu l'histoire comme d'une paranoïa, de dire est-ce que c'est rendu toi la créature, parce que l'on ne le sait pas, parce qu'elle prend la forme de... Bon. Et fait qu'il y avait ça je l'aime bien. Puis quand on fait des trucs un peu paranoïaques comme ça, où c'est qu'on peut lire un sous-texte politique aussi, ça m'intéresse. Comme à l'intérieur de Le Gouffre, il y a quand même un petit côté, disons, éco-anxieux, dystopie à saveur environnementale. Là. Fait que, on se projette dans le futur, mais on parle un peu du présent aussi. Puis on peut voir à travers ça des choses en lien avec l'environnement dans le cas de Le Gouffre. Mais sinon... Quel autre film d'horreur? Mais peut-être un film d'horreur, le fun qui me donnait envie de faire un film de créature, c'est Très mort avec Kevin Bacon. Je sais pas si c'était. Très mort? Oui, c'est un film des années 90 où justement là, ils sont dans un bled perdu aux États-Unis. Ils sont à peu près. Peut-être 20 personnes qui habitent dans cette ville-là, puis là, tout d'un coup, comme les gens crèvent un à un, et c'est une espèce de ver de terre qui est comme sous terre, puis qui sort, comme quand il sort sa bouche, il y a comme des genres de serpents qui sortent de sa bouche, qui te ramènent dans sa bouche. Là. Fait que des genres de bébites préhistoriques là, qui tout d'un coup décident de tuer du monde et de vouloir manger Kevin Bacon. Là. Mais tu sais, avec Bacon dans le nom, peut-être. C'est pas ça qu'à la fin. Mais ça m'écoeure. Moi, j'haïs les films d'horreur. OK. Non, mais bon, OK. Non, mais tu comprends pas. Là. Moi, mettons, j'écoute la moitié d'un film d'horreur ou le corps, je rêve à ça pendant 1 an et demi. Ben c'est bien ça, c'est une réussite. Mon sommeil... Ça te marque. Non, pas dans le bon sens. Genre mettons, Destination Ultime, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est quand même horreur. À chaque fois que je vois des boyaux sur l'autoroute, je panique. Camion, genre, moi, je ralentis le plus possible pour changer 3 fois de voie. Ben, tu vois, ça fait en sorte que tu es plus prudent maintenant. Là. Ça t'arrivera pas là, de recevoir les billots de bois là, d'en face sur l'autoroute. C'est grâce à ce film. Je pense pas de la façon dont je coupe les gens pour fuir, c'est prudent. Mais pour les gens qui comme moi, c'est pas les meilleurs en film d'horreur. Okay? Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour dire Kev, commence le livre. Donne-y une chance. Donne-y une chance. De celui que tu as entre les mains en ce moment, il y a quand même, au début, on est vraiment dans un monde dystopique. Fait que si tu t'intéresses un peu aux romans de science-fiction, d'anticipation, qui disent, bon, on est dans un futur où on ne sait pas exactement c'est quoi le futur, mais la planète ne va pas très bien. Si ce genre de récit peut t'intéresser, mais on place un peu les choses comme ça avant d'en arriver dans la deuxième moitié où ils vont aller dans la grotte, où il y a cette espèce de créature pas très contente de se faire déranger. Donc, l'horreur se met en place en cours de route. Fait qu'on pourrait réussir à t'avoir amené jusque dans le gouffre avec nous. OK. Fait que toi, tu veux que je m'attache au personnage? Ben oui. Puis là, après ça, ils s'en vont dans le gouffre, puis là, je panique. Puis là, les personnages auxquels tu t'es attaché crèvent, fait que c'est encore mieux. Là. T'es comme, non, mais pourquoi? Ça va me marquer pendant 1 an et demi. Au moins. Quand t'écris, t'as-tu un endroit spécial pour écrire ou tu fais ça n'importe où, n'importe quand? Ou... Ouais, moi, je suis vraiment plate de ce côté-là. Là. Pendant un bout, c'était vraiment sur la table de cuisine. Mais là, pour des raisons de problème de dos, je me suis un peu plus installé avec comme une bonne chaise pour essayer d'avoir l'écran à la bonne place et le petit keyboard. Mais, mais j'ai jamais eu d'emplacement spécial. Là. Puis même en ce moment, c'est dans ma cave, il n'y a rien d'un bureau, c'est pas bien aménagé ou quelque chose comme ça. Là, mais sinon, des fois, si on peut essayer de raconter quelque chose de cocasse là-dessus, c'est l'idée d'avoir comme une routine d'écriture pendant un bout pour vraiment m'encourager à écrire, surtout quand j'essayais d'écrire la suite de la revanche du Miyab qui s'appelle Le Miyab contre-attaque. Puis je réalisais que c'est difficile d'écrire une suite. Puis encore à ce jour, ça me tente pas tant d'en écrire parce que d'essayer de trouver l'espèce de mince, moi c'est ça, de ligne mince entre on refait un peu la même chose, mais c'est assez différent pour que ce soit intéressant. En tout cas, je trouve ça un peu difficile. Puis là, bon, quand j'ai écrit ma première suite, j'étais un peu en train de paniquer. Puis pour m'encourager, là, je me mettais comme
la paire de jogging la plus laite que je possède. Là. Puis vraiment comme un look de gars qui va pas sortir de la maison. Wow. Là, il peut pas sortir habillé de même. Là, Bon. je suis comme emprisonné chez moi. Il faut que tu écrives ton chapitre aujourd'hui. C'est comme Sidney Crosby avec son jackstrap du junior. Ça se peut. Avec pas la même odeur. Je te souhaite pas. C'est quoi ça fait un auteur pour chiller? Pour chiller, ben, on parlait de films. J'aime beaucoup écouter des films. Là. Je suis vraiment un amateur de cinéma, de tous les genres. Là. C'est sûr que quand c'est un bon film d'horreur, je suis encore plus content parce que c'est quand même rare, pour être franc. Là. Mais c'est ça, j'allais dire. As-tu en ce moment des bons films d'horreur? Bons films d'horreur récents. Le dernier bon film d'horreur, c'est genre Oppenheimer. Puis c'est pas un film d'horreur, juste parce que c'est tellement long que je veux pas l'écouter. Hey, j'ai pas de titre qui me viennent en tête. Sinon, dans les derniers que j'avais beaucoup aimés, ça s'appelle Let the Right One In, qui est la version, le titre en anglais, mais j'avais écouté la version suédoise, qui est comme une sorte de vampire. Okay. C'était suédois ou peut-être un autre pays scandinave. Finlande. Mais ça, c'était bien. Sinon, dans le dernier film de zombies que j'avais bien aimé, c'est un film de zombies espagnol qui s'appelle Wreck, que les Américains ont fait sous le titre Quarantine, mais la version espagnole était pas mal intéressante. Fait que c'est ça. Des fois, pour aller en trouver des bons, faut que tu fouilles à l'extérieur de la formule hollywoodienne, là, des fois. Puis sinon, jouer de la musique aussi. Oh, tu joues quoi? De la batterie? Donc j'ai joué de la batterie pendant longtemps dans un groupe qui s'appelait Les Ordures Ioniques. Fait que je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. OK, mais là, il faut aller sur Spotify, là. Ou n'importe quelle autre plateforme, ou aller voir des vieux clips qui ont passé à Musique Plus, encore disponibles sur YouTube. Musique Plus! Ouais. On avait 2 clips à Musique Plus. C'est donc bien hot! On avait fait les Francopholies, une tournée en France, toute la kit là. C'est quoi ta vie, man? J'ai tout un projet artistique, moi aussi. Fait que pendant un bout, quand on se demande, pourquoi j'ai écrit seulement vers la fin de la vingtaine, c'est parce que dans la vingtaine, je suis plus occupé à jouer de la musique. Puis c'est quoi que... Mettons, tu as une dernière journée, là. Tu joues ou t'es... tu vas dire tu joues, là, dernière journée. Dernière journée. D'écrire une nouvelle à une journée. Mais mettons, dernier projet. Dernier projet. Ce serait un projet de musique ou d'écriture? En ce moment, je dirais écriture. Je pense que je suis quand même meilleur écrivain que musicien. Ça serait quoi ta trame sonore pour le livre Le Gouffre? Celui-là, je ne sais pas, parce que dans les autres romans, je fais toujours beaucoup de références musicales à l'intérieur de mes romans, sauf dans celui-ci, parce que bon, ça se passe comme dans un moment où il n'y a plus vraiment de musique dans le monde. J'ai quand même mis une petite citation de Bob Marley au début du livre. Il faut quand même lire le livre pour comprendre c'est quoi le rapport. Il y a une partie de moi qui espérait que tu me dises Billie Eilish, mais c'est correct. Non. Je vais prendre aucune réponse pour une réponse. J'allais vraiment pas dire ça. Je veux pas te décevoir. Mais sinon, ce roman-là, j'imagine que ça serait plus comme un truc orchestral, cinématographique, là, genre de bande sonore de gens-là. Marvel. Sinon, dans Le Gouffre, j'ai fait, pas Le Gouffre, dans Déluge, j'ai fait beaucoup de références au hip-hop parce que j'ai un personnage, Drake, qui trippe sur le hip-hop. Fait que là, j'ai essayé d'intégrer ça un peu comme aussi dans les conversations. Après ça... Bon, dans Infecté, j'en ai peut-être mis un peu moins que dans Déluge, mais à un certain moment, dans Infecté 2, ils ont une discussion sur la musique qu'ils n'auront plus, puis les téléséries qu'ils n'auront plus jamais maintenant qu'il y a eu, comme l'Apocalypse Zombie. Fait que, petite conversation de ce genre-là. Eh bien, merci encore d'être venu sur le podcast. Les jeunes, agol.ca, allez faire... Les jeunes, je me sens comme Madame Louise dans Radio Enfer en 99. Les jeunes à la maison. Voilà, genre, groupe, gens, mes amis, mes partenaires, allez sur agol.ca faire le test de lecture. Écrivez-nous sur Instagram, TikTok pour nous dire c'est quoi votre pastille. Il y a plein de belles suggestions pour vous, dont une excellente de même moelle. Puis Marc-André Pilon est nice, man.